Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, ce pas de plus dans la lutte contre les maladies infectieuses au Togo. La pose de la première pierre pour la construction de la division des laboratoires du centre de formation continue. Un geste qui a suivi la rencontre ce matin du réseau de l'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biomédicale. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre. Les députés viennent de renforcer l'arsenal juridique togolais de 2 nouvelles lois. La loi uniforme portant définition et répression de l'usure dans les États UEMOA ainsi que celle relative au taux de l'intérêt légal. C'est à l'unanimité que les députés ont voté aujourd'hui. Enfin, l'adoption au Togo, le système national est revisité depuis ce matin. Il devrait simplifier les procédures afin de permettre à chaque enfant d'avoir une famille. Quelles sont les dispositions actuelles? Nous verrons bien dans cette édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. C'était il y a une dizaine de jours à Accra, au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président Faure Gnassingbé avait été désigné par ses pairs pour coordonner la lutte et la riposte contre la maladie Ebola. L'OMS vient en appui au chef de l'État. Un engagement exprimé ce mardi par la représentante résidente de l'institution reçue ce matin à la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter. Lucille Imboua est au micro de Prudence Issou. Nous avons discuté de la préparation et de la riposte à l'épidémie de maladie à virus Ebola au Togo et dans la sous-région. Donc, comme vous le savez, le président de la République a été désigné par ses pairs pour suivre le processus de préparation et de riposte dans les pays de la CEDEAO. Donc, nous avons tenu à le féliciter et nous mettre à la disposition pour pouvoir appuyer avec lui le travail qu'il aura à faire. Au niveau du Togo, la préparation consiste à mettre en place le système d'alerte au niveau des points d'entrée. Ça a été fait. Les sites d'isolement et de prise en charge, et vous suivez tous la sensibilisation qui est faite à l'endroit des communautés. Les aspects de laboratoire également sont pris en compte, les aspects d'hygiène et d'assainissement également se poursuivent. Donc je pense que la préparation est bien enclenchée au Togo. Il faut renforcer les actions de coordination et nous espérons que nous n'aurons pas d'épidémie. Merci. Et la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola au nombre des maladies infectieuses. Le Togo part donc en croisade contre toutes ces maladies. De fait, ce mardi, qui exprime la détermination du gouvernement. D'abord, la rencontre à Lomé du réseau de l'Afrique de l'Ouest et des laboratoires d'analyse biomédicale. Une rencontre présidée par le Premier ministre. Et dans la foulée, la pose, vous allez le voir, de la première pierre pour la construction de la division des laboratoires du centre de formation. Reportage signé Edem Soussoukou. Vers la mise en place d'un système de laboratoire de biologie médicale performant au Togo. D'ici à 1 an, c'est cette architecture qui sera réalisée dans l'enceinte de la polyclinique de Lomé. Pour ce faire, le Togo bénéficie du soutien du réseau de l'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biomédicale Resaolab Plus. Et ceci grâce à son appartenance à ce réseau. Une plateforme mise en place par la Fondation Mérieux pour favoriser le diagnostic biologique des maladies infectieuses dans les 7 pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Ces maladies infectieuses, elles, ne connaissent pas nos frontières. Donc c'est une approche régionale qui permet de vous renforcer le Togo, de renforcer l'Afrique de l'Ouest et de nous renforcer, je dirais, nous tous, y compris nous en Europe, parce que ces virus bougent. Donc cette pierre aussi, aujourd'hui, symbolise cet engagement commun que nous avons à partir de l'expertise de la Fondation, de cette volonté politique de faire vraiment un nouveau modèle. Ce centre-là permettra au personnel de laboratoire de pouvoir actualiser leurs connaissances et dans ce sens, améliorer la pratique qu'ils font chaque jour sur le terrain. Et également, à ce niveau ici, il y a le bloc administratif et technique de la division des laboratoires. Au-dessus du bâtiment où sera abritée la division des laboratoires, il y a la direction des pharmacies. Du coup, c'est un grand ensemble où les services qui travaillent ensemble vont se retrouver.
Le Premier ministre togolais, Célia Godia Oumezounu, a remarqué qu'au moment où la fièvre hémorragique à virus Ebola bouleverse le système sanitaire des pays de l'Afrique de l'Ouest, la construction de ce bloc permettra d'améliorer les dispositifs biologiques. Ceci afin de briser la chaîne de contamination du virus. Nous sommes arrivés à un stade et à une étape où nous n'avons plus de raison de traîner, de freiner et de ralentir les engagements qui sont pris par les uns les autres. Je voudrais vous rassurer, monsieur le directeur de l'Agence française de développement, que ces actes qui sont concrets et que vous posez ici encore une fois ce matin en participant à la mise en place de ce beau bâtiment qui n'est pas seulement beau par la qualité de l'architecture, mais qui est surtout beau par le travail qui s'y fera. Je voudrais vous rassurer et vous assurer une fois encore que le gouvernement est très sensible à cet accompagnement, que tout ce qui se fait sera poursuivi avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de volonté, notamment le projet d'appui à la gestion des ressources humaines, qui est un projet important et pour lequel nous avons perdu parfois un peu de temps. Et nous ferons en sorte que, sur la base de ce projet, le gouvernement nous-mêmes envisage d'autres projets permettant d'améliorer notre système de soins. Nous avons prévu de faire cette cérémonie il y a cela plusieurs mois, et puis nous la faisons au moment où la maladie à virus Ebola bouleverse totalement et met en difficulté tous nos services, nos systèmes de soins dans nos différents pays. S'il y a une leçon, un enseignement à tirer de cette épidémie que nous avons désormais dans notre région, c'est que nous devons mutualiser nos efforts pour mieux répondre aux besoins de nos populations sur le plan de la santé. Et partant du constat que le secteur de la biologie médicale est un parent pauvre du système de santé dans les pays en voie de développement, l'Agence française de développement a accepté d'appuyer la Fondation Mérieux dans son projet. Il y a une année que le Réseau Lab Plus a démarré ses activités et le comité de pilotage international se réunit à Lomé pour un bilan. C'est le Premier ministre qui a ouvert les travaux du comité placé sous le thème « Développement d'une politique harmonisée des laboratoires d'analyse biomédicale et le rôle majeur des laboratoires dans la gestion des épidémies des maladies émergentes ». Je peux vous assurer d'ores et déjà que vous aurez une attention toute particulière de l'État togolais pour vous accompagner dans cette dynamique. Cela est d'autant plus opportun puisqu'en fin de la semaine passée, le président de la République a été nommé par ses pairs coordinateur de la CEDEAO en charge du processus de riposte et d'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Je voudrais également souligner ici le caractère indispensable de votre réseau, puisque c'est par son entremise et à travers la facilitation de la Fondation Mérieux que le Togo a pu envoyer les échantillons de quelques cas suspects de la maladie à virus Ebola du Togo au laboratoire P4 Jean Mérieux de Lyon pour le diagnostic par PCR à temps réel, tout à la charge de la Fondation Mérieux. Heureusement, ces cas se sont révélés négatifs, mais je voudrais en profiter pour remercier une fois encore la Fondation Mérieux pour tout ce que vous faites pour nous et ce que vous ferez encore pour nous, comme on dit chez moi. Les délégations de 7 pays vont travailler pendant 3 jours sur l'assurance qualité, le diagnostic laboratoire et la biosécurité. Et sachez que le chef du gouvernement a par ailleurs conféré, et toujours ce matin avec une délégation de la Fédération interétat de syndicats des agences de voyage et du tourisme. Le 15e congrès de cette fédération est prévu pour le mois prochain à Lomé. Autre rendez-vous dont le Premier ministre a eu à discuter, le BIMODE 228, un festival de mode. Ce sera ce 22 novembre. Les précisions au micro de Medina Bacha Salami. Je suis venu d'abord annoncer officiellement au Premier ministre que le 15e congrès de cette fédération se tiendra à Lomé du 3 au 5 décembre. Je suis venu prier monsieur le Premier ministre de bien vouloir, au nom de sa présence, à l'ouverture, et surtout transmettre au chef de l'État notre gratitude, notre reconnaissance pour avoir accepté quand même que ce congrès se tienne à Lomé. On a parlé de la Biennale 228, BIMO 228, qui arrive à sa 4e édition, demander son appui pour cet événement qui est national et international, où nous espérons montrer au Togo et au monde entier les talents cachés de notre pays. Nous avons beaucoup invité les gens du Burundi, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent aussi du Congo-Kinshasa. Surtout, eux, ils n'ont pas les petits métiers comme nous. Ici, le pays regorge beaucoup de talents, des tailleurs, des couturiers, on en a chacun dans notre famille. Et c'est l'occasion vraiment de leur montrer qu'on a un savoir-vivre qui peut s'exporter.
Et nous évoquions en début de journal les questions de santé tout à l'heure. Encore un mot à propos et précisément sur les complications après avortement. Bientôt, un programme de soins appropriés à grande échelle sera mis en place. Les prestataires, eux, sont déjà en formation pour une meilleure prise en charge des patients. Les explications de Dekoussao, Antoinette Romovovo. Malgré les efforts consentis par les États africains pour opérationnaliser les programmes de planification familiale, une non-satisfaction de ces méthodes reste à noter, ce qui se traduit par la faible prévalence contraceptive avec pour conséquence un taux élevé d'avortement. Selon l'OMS, en moyenne 13% des décès maternels sont dus aux avortements. Afin de réduire le poids de ces avortements sur la mortalité maternelle en Afrique, l'OMS avec ses partenaires ont élaboré un programme de soins après avortement, incluant la planification familiale. Nous avons estimé qu'il y a lieu de passer à l'échelle afin que ces programmes puissent être décentralisés et puissent bénéficier le plus largement possible à toutes les femmes dans les différentes régions de ces pays-là. Qu'il s'agisse d'un avortement spontané ou d'un avortement malheureusement provoqué. Dans tous les cas, les soins après avortement doivent permettre d'éviter les complications chez ces femmes et surtout ce programme, cet important programme de l'Organisation mondiale de la santé permet de proposer à ces femmes une méthode contraceptive qui leur permettra d'éviter d'autres avortements. Ce programme de soins après avortement permettra d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et ainsi répondre aux objectifs fixés par la CARM. La Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique, NOUA francophone, organise à Lomé son 30e congrès. Les travaux s'ouvrent demain. Plus de précisions avec le professeur agrégé Tamta Kadika est sur le plateau avec nous. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service réanimation, anesthésie-réanimation au CHU Sival Solimpio. Vous êtes aussi le président de l'organisation de ce 30e congrès à Lomé. De quoi allez-vous parler lors de ce 30e rendez-vous? Oui, merci. Donc la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique noire francophone, qui regroupe 23 pays africains dans la zone subsaharienne, mais également depuis quelques années la participation des pays du Maghreb, des pays européens, l'Allemagne, la Belgique et la France. Ce congrès est à sa 30e édition et donc le Togo va l'accueillir. Va accueillir la 30e édition, mais il faut noter qu'il y a 26 ans, le Togo avait déjà accueilli le congrès de la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique noire francophone. Et de quoi allez-vous alors, donc, nous allons, c'est un forum d'échange. Nous pratiquons l'anesthésie, la réanimation et les urgences, la prise en charge des urgences et la prise en charge de la douleur. Donc c'est tous ces 4 pivots qui constitue la spécialité d'anesthésie-réanimation. Donc dans tous les pays, nous pratiquons l'anesthésie, mais il y a des différences en fonction des pays. Il y a des pays qui ont des plateaux techniques plus élaborés que d'autres. Il y a des pays qui ont un personnel spécialisé plus important en nombre et en diversité que d'autres. Donc nous échangeons, ces forums-là, c'est pour échanger, pour voir, chacun va venir exposer ce qui fait chez lui, les problèmes qu'il rencontre, pour qu'on puisse se confronter, parce que souvent on ne travaille pas seul. Vous travaillez, vous pensez que vous êtes en avant, mais quand les autres vont exposer, vous allez vous rendre compte qu'il vous reste beaucoup de choses à faire. Donc 5 thèmes sont listés, sont à l'affiche. Il y a l'anesthésie réanimation et la réanimation neurologique. Voilà. Ensuite, il y a la prise en charge de la douleur, il y a la prise en charge des traumatismes crâniens, donc qui sont très fréquents chez nous ici, comme vous le savez, les polytraumatismes, et également nous allons parler de divers thèmes comme la problématique des évacuations sanitaires, comment faire pour renforcer l'efficience des évacuations sanitaires dans des pays à moyens limités comme chez nous. Et justement, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait bien changer pour les patients à l'issue de vos travaux de ce 30e congrès? Alors, ce qui pourrait changer pour le patient, c'est que donc, nous allons échanger. Donc nous allons apprendre des autres et les autres vont apprendre de nous. Donc ça sera un plus pour les patients. Deuxièmement, c'est la formation continue.
L'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité difficile, pointue, et ça change très vite. Même dans les pays développés, un jour on va dire que c'est ceci qui est en vogue, le lendemain on va dire que ce n'est plus ça. Donc ça permet donc de suivre donc l'évolution et de pouvoir donner la meilleure chose qu'il faut en temps réel à un moment donné aux patients dont nous avons la charge. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que le 30e congrès donc, de votre société d'anesthésie-réanimation s'ouvre donc demain à Lomé, à l'hôtel Eda Oba. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. Et notez que ce soir, ça concerne encore plus les femmes. Le magazine Santé d'abord s'intéresse à un mal dont souffrent les femmes, la fistule obstétricale. Santé d'abord à suivre à 21h15 avec Carole Peto à Fanbedji. Il est pour l'heure 20h13. Direction maintenant l'Assemblée nationale. 2 projets de loi sur la table des députés ce mardi. La loi portant définition et répression à l'usure dans l'espace UEMOA et celle relative au taux de l'intérêt légal. Des lois adoptées à l'unanimité. Le compte rendu d'Andjouma Ali, Charlotte Moussima. Les 2 projets de loi adoptés sont des directives de l'UEMOA. L'une portant sur la définition et la répression de l'usure et l'autre relative au taux de l'intérêt légal. L'usure désignant l'intérêt d'un prêt au taux abusif, il est désormais déterminé par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. Quant au taux de l'intérêt légal, il est soumis à des calculs d'intérêts légaux à la charge des ministres des Finances. Tous ces projets de loi visent à assainir l'environnement économique au sein de l'espace UEMOA. Le vote de ces 2 textes de loi permet désormais au gouvernement de réprimer la pratique de l'usure et de réglementer les retards de paiement dans notre pays. Ce sont des outils importants pour gérer les contentieux qui opposent les institutions financières et leurs usagers ou qui opposent les citoyens entre eux. L'examen approfondi de ces lois que vous venez d'adopter et la richesse des débats qu'elles ont suscités témoignent une fois encore de votre engagement à garantir une meilleure protection des intérêts des usagers des services financiers tout en préservant la stabilité de notre système financier. Le Togo réaffirme ainsi son engagement au processus de l'intégration régionale. Le projet global de l'intégration sous-régionale se concrétise, se consolide un peu plus chaque jour à travers notamment des actes et programmes communautaires qui placent la stabilité financière des particuliers au centre des enjeux de développement économique et social des pays de l'Union. Et tout le monde le sait, les pratiques usuraires fragilisent la situation financière des particuliers, diminuent le pouvoir d'achat des ménages et parfois de conséquences réduit considérablement la consommation intérieure qui, nous le savons tous, joue un rôle essentiel dans la croissance économique de nos pays. Les 2 lois uniformes votées ce jour viennent donc à point nommé pour encadrer le mode de fixation des taux de l'usure et le niveau du taux de l'intérêt légal des prêts aux particuliers dans l'espace communautaire. Elles ont surtout le mérite de décourager et de réprimer les mauvaises pratiques souvent observées en la matière et qui font tant de mal à nos sociétés et à nos pays. L'UEMOA et la BCEAO ont procédé depuis 2010 à des réformes institutionnelles pour garantir la stabilité financière dans l'espace. Ces réformes vont permettre d'adapter l'intervention des tribunaux aux spécificités de l'établissement du crédit et des systèmes financiers décentralisés.
Dans la sous-région, justement, c'est anniversaire, le 40e anniversaire pour la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Un anniversaire bilan illustré par quelques chiffres. En 41 ans d'existence, eh bien, la BOAD a financé, c'est sa vocation, 700 projets dans les 8 États membres, le Togo y compris, avec 91 projets financés, publics comme privés. Sous quelles conditions? Des éléments de réponse, Augustin Kossi, Aimé Abalou. Soutenir la réalisation des projets de développement dans les pays de l'UEMOA par des financements adéquats. C'est la mission que s'est assignée la Banque Ouest-Africaine de Développement. Une prérogative qu'elle assume il y a déjà 41 ans avec le financement de 700 projets publics et privés dans les 8 pays membres de l'Union. Au Togo, 91 projets ont été financés pour un montant de 458 milliards de francs CFA. Des projets dont le financement requiert certaines conditions. D'abord, il faut être bien installé dans les zones d'intervention de la BOAD, qui sont les pays de l'UEMOA. Et en plus de ça, il faut transmettre à la banque une requête de financement qui est accompagnée des études de faisabilité, des études économiques et les études d'impact environnemental et social. La BOAD s'investit surtout à accompagner l'État togolais dans la création de conditions favorables à la lutte contre la pauvreté et à l'atteinte progressive d'une émergence économique. Elle participe également à l'essor du secteur privé, créateur de richesses et d'emplois. La banque finance certains projets privés, mais laisse une grande partie aux banques privées de la zone, moyennant des lignes de refinancement qu'elle-même met à leur disposition pour financer des projets du secteur privé. L'institution régionale reste fidèle à ses engagements, à condition que chaque projet qui lui est soumis respecte les procédures requises, notamment la soumission et l'approbation du dossier, le déblocage du prêt et le suivi et évaluation des résultats. Que retenir de l'étude prospective du processus d'élaboration de Vision Togo 2030? La phase de construction de la base d'information boucle ses travaux. Ça concerne plus la sphère économique et sociale. Que retient-on donc des résultats de cette première étape de recherche? Sonia Menikbo, Carmen Madjiakapo. 7 mois après le lancement de la phase de constitution de la base d'information du processus d'élaboration de la Vision Togo 2030, plusieurs études ont été réalisées. Les résultats sont donc contenus dans ce document de plus de 300 pages. Ces résultats sont ici présentés aux différents acteurs socio-économiques du Togo en vue de recueillir leurs contributions. Le diagnostic stratégique est donc la première étape de toute réflexion prospective, et c'est cela qu'il s'agira de discuter. C'est de cela que les Togolais voudront parler pour savoir si l'image qui est donnée de la situation présente et l'analyse des mécanismes qui sont derrière la présente situation sont conformes aux vues des uns et des autres. La réalisation de cette étude prospective permettra non seulement d'élaborer des stratégies et politiques à court et moyen terme, mais aussi de renforcer les capacités nationales de pilotage. Ce que nous avons constaté, c'est une perte générale des valeurs sur le plan de la politique et de la gouvernance. Nous constatons que la société togolaise fonctionne comme une société bloquée. Sur le plan démographie et développement humain, ce qui nous paraît important, c'est de mettre en évidence le fait que la population togolaise double tous les 25 ans. Et enfin, sur le plan économique et technologique, nous nous rendons compte que nous n'avons pas finalement changé de logique. Nous sommes restés dans la logique coloniale. Cette rencontre permettra d'enrichir la base d'information de la Vision Togo 2030. Il ouvrira justement la voie aux 2 autres phases de cette étude prospective, celle de la construction des scénarios et celle de la détermination de la vision et de la formulation des stratégies. Une étude prospective qui ne perd pas de vue des problèmes de chômage, les emplois comme panacée. Il y a justement ce secteur identifié comme solution à l'emploi, le monde artisanal et industriel. 2 secteurs identifiés dans le rapport national sur le développement humain. Le comité de pilotage de ce rapport s'est réuni ce mardi à Lomé. Voici le compte rendu de Douaré, Antoinette Omovovo. La question du développement humain est un processus qui met l'homme au centre de tout développement. Il s'agit de donner les libertés aux hommes et aux femmes,
leur permettant de participer au développement politique et socio-économique de leur pays. Depuis 1990, cette approche a été introduite à l'issue des résultats des rapports mondiaux sur le développement humain. C'est l'objet de cette rencontre qui consiste à valider le rapport national sur le développement humain 2014 avec pour thématique le monde industriel et artisanal. Quelles solutions à l'emploi? Les deux secteurs qui sont concernés ici et qui sont l'industrie et l'artisanat sont des secteurs qui sont déjà reconnus par la stratégie de croissance asiatique comme étant des secteurs porteurs de croissance et donc de création d'emplois. Le message important concerne un peu, si vous voulez, quelle est, si vous voulez, la portée de ces deux secteurs pour la création de l'emploi. Au-delà des progrès enregistrés dans les domaines de la santé et de l'éducation, le Togo fait partie des pays qui ont maintenu une croissance progressive grâce aux investissements faits dans les domaines sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement, qui sont les éléments clés du développement humain. La production industrielle, précisément, parlons-en encore, elle ne se passe plus des normes qualité internationales. Cela devient une exigence pour rendre les produits concurrentiels sur le marché. Une rencontre régionale ouverte depuis hier à Lomé est largement consacrée à la question. Les précisions de Carmen Madjiakapo. La conformité aux normes internationales ouvre les portes des marchés mondiaux aux exportateurs. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté en 2010 une politique industrielle commune pour améliorer le système qualité dans les différentes entreprises de leur pays. 8 jours donc pour ces représentants de 14 pays de la CEDEAO de revoir les techniques et outils de management et de la gestion qualité. Et il s'agit de mettre en place l'infrastructure qualité permettant de faire les mesures qu'il faut dans les laboratoires. Pour le gouvernement togolais, la promotion de la qualité est une exigence et une voie à la concurrence internationale. Il apparaît impérieux de créer dans nos États une dynamique de développement industriel durable en permettant aux entreprises de respecter les normes et d'acquérir les labels imposés par le marché cible et ce faisant d'assurer la sécurité des consommateurs et la protection de l'environnement par une meilleure conformité des produits et services aux réglementations et aux normes internationales. Cette rencontre de Lomé est appuyée par la coopération allemande à travers la GIZ. Des experts allemands vont donc transmettre à ces industriels de la sous-région ouest africaine leur savoir-faire pour que leurs produits soient compétitifs sur les marchés internationaux. Autre sujet évoqué maintenant, l'adoption au Togo, et il y a cette petite phrase qui vient à l'esprit comme une plaidoirie. L'essentiel n'est pas que chaque famille ait un enfant, mais que chaque enfant ait une famille, dixit l'auteur de Les Espoirs abandonnés. Mais les procédures sont-elles si simples? Nous posons la question tout à l'heure, mais d'abord la rencontre ce matin sur l'adoption au Togo, Augustin Kossi, Aimé Abalo. 9 à 12 mois, voire plus, c'est le délai réglementaire que prend la procédure d'adoption d'un enfant au Togo. Les enfants passent beaucoup trop de temps dans les centres d'accueil avant d'être recueillis par les familles d'adoption. Le gouvernement togolais, soucieux du bien-être des enfants et respectueux de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, a réuni ses partenaires techniques et financiers autour de ce forum pour corriger le tir et réviser ce délai de façon raisonnable. Malgré les efforts que le gouvernement a fournis pour donner à chaque enfant une famille, il y a encore des manquements, notamment au délai raisonnable pour que les enfants abandonnés aient une famille. En effet, les études ont révélé qu'un long séjour des enfants dans les centres d'accueil entrave leur intégration et leur épanouissement social. Les constats positifs enregistrés depuis doivent nous encourager à faire une évaluation sincère et approfondie du dispositif de l'adoption des enfants mis en place par le gouvernement et d'en tirer les conclusions afin de procéder à des ajustements et à des améliorations.
Ce forum intervient à la veille du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants, adoptée le 20 novembre 1989 à Genève. Justement, ces enfants dans nos rues, ces enfants abandonnés, se recueillis dans les centres ne jouissent pas non plus toujours de l'affection des parents. Pour pouvoir les adopter, que faut-il faire? Les procédures sont-elles si simples? Questions sur lesquelles nous reviendrons dans les prochaines éditions. Un mot de l'actualité à l'étranger. Premier grand rendez-vous honoré pour le nouveau chef de l'État intérimaire de Burkina Faso, Michel Kafando. Il a prêté serment ce mardi, tournant la page des 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. La cérémonie s'est déroulée à Ouagadougou devant les sages du Conseil constitutionnel. Cette investiture permet à Michel Kafando de prendre les rênes du pays. Prochaine étape, la nomination demain mercredi du Premier ministre de transition, un civil ou un militaire. La charte laisse ce choix. Cela dit, retour chez nous au Togo avec cette initiative de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Une rencontre avec les acteurs de 57 quartiers bénéficiaires du programme de développement communautaire en zone urbaine. On a surtout parlé citoyenneté, respect des biens publics. Emmanuel Adjaglo, Isidore Koubatine. Des actes isolés qui ne concourent nullement pas au développement de la cité. L'incivisme et le non-respect des biens publics sont entre autres déviances à corriger chez les Togolais. Raison de la mobilisation ici de 300 acteurs de développement issus de 57 quartiers de Lomé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, pour partager les notions de cohésion sociale et du respect des biens publics. La chose publique n'est autre chose que le bien commun. Le bien commun, c'est un bien qui n'a pas de propriétaire privé fixe. Ça appartient à nous tous. Cela suppose que la construction du bien commun fait appel à l'attention de tout le monde. À travers le programme de développement communautaire en zone urbaine, le ministère du Développement à la base espère ressusciter chez les Togolais les valeurs républicaines. Nous avons besoin de créer une société solidaire, une société où chacun trouve sa place et où chacun est responsable de l'autre. Et pour y arriver, il faut d'abord accepter de travailler ensemble, il faut accepter de cheminer ensemble, il faut également accepter de connaître ses propres limites, les limites de l'autre et travailler ensemble. Et nous pensons que c'est une base essentielle pour le développement des quartiers, le développement de nos villes. Le message semble passer et des engagements ont été pris sur place. Le chant en chœur du deuxième couplet de l'hymne national en est une illustration d'appartenance à une nation. Dans le reste de l'actualité, l'État togolais qui encourage ses éleveurs, ces derniers viennent de bénéficier de financements pour accroître leur cheptel. Illustration ici à Taoureda, c'est dans le Tchaouzon, un reportage de Lamarck Bojona. Taoureda, localité située à l'ouest de la préfecture de Tchaoudjon, a abrité la cérémonie de remise des chèques aux éleveurs commerciaux et aux promoteurs de sous-projets de la région centrale. Au total, 36 bénéficiaires sont concernés par cette cérémonie, notamment 15 éleveurs de volailles, 18 petits ruminants et 3 promoteurs de sous-projets du fonds compétitif. Nous sommes vraiment fiers de ce chèque et nous demandons au ministre de transmettre fidèlement nos remerciements au président de la République. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, maître de la cérémonie, relève les valeurs et l'importance de ce financement. Pour la région centrale, il y a eu donc 2 sous-instruments qui ont été développés. Le premier concerne les fonds compétitifs à hauteur de 111 millions et puis le deuxième sous-instrument c'est les élevages commerciaux à hauteur de 118 millions. Donc nous sommes venus procéder à la remise. Mais derrière, l'objectif que visent ces 2 instruments, c'est de créer des sources de revenus additionnels au niveau, enfin du moins en zone rurale, pour permettre aux paysans d'engager d'autres actions dans d'autres filières. Le PASA, le projet d'appui au secteur agricole, à travers cette activité, veut constituer un réseau d'éleveurs qui mutualisent leurs intérêts dans le sens d'aboutir à des entreprises intégrant les normes zootechniques. Et sachez également que c'est aujourd'hui la journée africaine de la statistique, sujet sur lequel nous reviendrons dans de prochaines éditions.
Ce communiqué, avant de la refermer, la présente la 7e édition du tournoi de football de l'UEMOA prévu du 22 au 29 novembre 2014 à Lomé au Togo est reporté pour des raisons liées à l'organisation pratique de l'événement. Le ministère des Sports et des Loisirs du Togo et la commission de l'UEMOA assurent les pays participants ainsi que le public que les nouvelles dates retenues leur seront communiquées ultérieurement et présentent leurs excuses pour les désagréments causés par ce report. Fin de cette édition, on se quitte tout de même sur les images de la pose de la première pierre ce matin pour la construction du bâtiment de la division des laboratoires, du centre de formation continue, de l'unité d'évaluation externe et de la qualité, de la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Un pas de plus dans la lutte contre les maladies infectieuses au Togo qui aura l'appui de la Fondation Mérieux à travers le réseau de l'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biomédicale. C'était donc ce matin. Le programme ce soir, la météo d'abord et tout à l'heure après donc ce journal, les prévisions de Cléo Sabine Poko, 20h50, le journal de l'économie, les échos du rapport du FMI sur les perspectives de croissance pour 2015 et le lancement du premier produit de la réorganisation du secteur informel dénommé MUCTA, Mutuelle des conducteurs de taxi, moto, journal de l'économie à suivre en 20h50 avec Mathias Touglo, 21h15, santé d'abord, la fistule obstétricale ce mardi avec Carole Peto à Franck-Midi, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Fagnan dans le Bas-Molo et à Brest en France sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.